60 minutes avant l'heure 0, c'est une nuit comme les autres. Dans la salle de contrôle du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, la pièce bourdonne de vie, alors que les machines ronronnent et que les lumières clignotent, les cadrans et les jauges, surveillant la pression et la température à l'intérieur du réacteur. Leonid Toptounov, âgé de 25 ans, est l'ingénieur principal de contrôle ce soir. Il n'occupe ce poste que depuis 2 mois, et il supervise maintenant un test de sécurité, reporté depuis la veille. L'objectif est de vérifier si les turbines du réacteur maintiennent les pompes à eau en cas de défaillance. Prudemment, il réduit la puissance du réacteur. Les yeux de Toptounov sont fixés sur la production du réacteur. À ses côtés se tiennent Alexandre Akimov, le chef d'équipe du car, et Anatoly Dyatlov, l'ingénieur en chef adjoint de la centrale. Les hommes suivent leurs procédures habituelles. Tout semble routinier, tout semble sûr. Les ouvriers à l'intérieur font partie d'un groupe spécial d'experts, fournissant de l'électricité à une nation. Mais ce sentiment ne durera pas 55 minutes, jusqu'à l'heure 0. L'ambiance dans la salle change. La puissance chute trop rapidement. Le réacteur ne se comporte pas comme le manuel l'indique. À l'intérieur du cœur, le gaz xénon s'accumule, et il agit comme une éponge, absorbant les minuscules particules qui maintiennent le feu nucléaire. Trop de xénon, et le réacteur commence à s'étouffer. La puissance s'effondre. Akimov dit à Dyatlov qu'il devrait arrêter, et attendre que le gaz se dissipe. Dyatlov ignore l'avertissement. Il s'emporte contre Toptounov, lui ordonnant de se préparer pour le test sous le regard sévère de son supérieur. Toptounov cède. C'est une décision qui va changer l'histoire. À 52 minutes de l'heure 0, les alarmes retentissent dans la salle de contrôle. La puissance chute sous la limite de sécurité. Toptounov active les interrupteurs aussi vite que possible. Il n'y a qu'une seule façon de ramener le réacteur à un niveau stable. Ils doivent retirer les barres de contrôle. C'est la seule façon de relancer la réaction, mais c'est aussi extrêmement dangereux. 50 minutes avant l'heure 0. Toptounov retire les barres de contrôle. Les écrans indiquent que la puissance remonte lentement, mais reste bien inférieure au plan de test, dit Dyatlov. C'est suffisant. À 1 mile de là, dans la ville de Pripyat, 49 360 personnes dorment profondément. Elles n'ont aucune idée de la dévastation qui s'apprête à les frapper. 45 minutes avant l'heure 0. Alors que Toptounov tente de passer le réacteur du mode local au mode automatique, la puissance ne fait pas que chuter. Elle s'arrête. Les affichages numériques vacillent, les chiffres dégringolent. Le réacteur est presque à l'arrêt complet. Le centre du réacteur est saturé de xénon. Normalement, le réacteur serait arrêté pendant 24 heures pour permettre au xénon de se désintégrer. Ce soir, Dyatlov ne veut pas attendre. Un essai réussi pourrait lui offrir une promotion d'ingénieur en chef et une hausse de salaire. Il ignore que la chaleur s'accumule au fond du réacteur plus vite que les capteurs ne la détectent. Il reste 30 minutes avant l'heure 0. Sous un couvercle en acier de 1000 tonnes, les barres de combustible d'uranium sont désormais exposées dans la cuve du réacteur. Le niveau d'eau fluctue sans contrôle. Les barres chauffent et rougissent, tandis que l'eau de refroidissement ne suffit plus et que le béton vibre. De retour dans la salle de contrôle, Dyatlov est satisfait d'avoir réussi à faire remonter la puissance. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que le réacteur 4 est désormais une bombe, avec une mèche allumée. À 22 minutes de l'heure 0, il est 1h01 du matin. Dans la précipitation pour maintenir la puissance, Akimov et Toptounov épuisent sans le savoir le dernier contrôle qu'il leur reste. La réglementation impose un minimum de barres de contrôle dans le cœur, servant de frein au réacteur. Mais l'ordinateur signale un avertissement. Il n'en reste que 18. La catastrophe est proche. Un faux mouvement pouvait tout faire basculer. Peu après, Akimov ordonne d'activer 2 pompes principales supplémentaires. Plus d'eau signifie plus de refroidissement. Mais le résultat est un cauchemar. Un afflux massif d'eau froide dans le cœur fait chuter brutalement la pression de la vapeur. Dyatlov exige que les hommes contournent les signaux d'arrêt automatique qui retentissent. À cause du faible niveau d'eau, la sécurité de toute la centrale ne tient plus qu'à un fil. Il reste 20 minutes avant l'heure 0. Le réacteur a désespérément besoin d'eau. Trop peu, et le cœur va surchauffer et se déformer. Trop, et l'eau peut affluer dans les turbines et briser les pales. C'est un exercice d'équilibre délicat. Dans la salle de contrôle, les alarmes d'eau basse retentissent. Boris Torliarchuk, ingénieur principal, reste impassible, les yeux sur les chiffres. L'usine doit atteindre son objectif annuel de production. C'est le travail, c'est ce qui compte. Il reste 15 minutes avant l'heure 0. Dans le cœur, une réaction en chaîne débute, la plupart des barres de contrôle ayant été retirées. Le fond du réacteur est devenu une zone surchauffée, avec des températures proches de 700 degrés Celsius. Des bulles de vapeur apparaissent dans l'eau de refroidissement. Dans la plupart des réacteurs, ces bulles ralentissent la réaction. Mais dans celui de Tchernobyl, elles l'accélèrent.
Ce défaut mortel n'a jamais été signalé aux ingénieurs. Né d'une décision d'économie prise dans les années 1960, de l'énergie s'accumule à la base du réacteur. Et les hommes dans la salle de contrôle n'ont aucune idée qu'ils sont à quelques minutes de franchir le point de non-retour, 5 minutes avant l'heure zéro. La salle de contrôle est en effervescence alors qu'ils préparent le test. Alexandre Akimov et Leonid Toptunov actionnent interrupteurs et cadrans, préparant silencieusement le terrain à un cauchemar. Ils ont contourné le système de refroidissement d'urgence et désactivé les verrous de protection en cas de faible puissance, car Moscou exige ces données. Les hommes croient contrôler la situation, mais ils se trompent. Dans la salle des turbines, Sacha Yevchenko vérifie les machines en s'enfonçant vers la catastrophe. Bien au-dessus, Valérie Pervoshenko, le contremaître de service, monte les escaliers vers la salle du réacteur, ignorant ce qui l'attend. 1 minute avant l'heure zéro, le test commence. Les vannes de vapeur de la turbine numéro 8 sont fermées. L'énorme machine commence à ralentir. Dans la salle de contrôle, les hommes fixent les cadrans. C'est leur moment attendu. Ils misent sur l'élan de la turbine pour maintenir les pompes de refroidissement jusqu'à la prise de relais des générateurs diesel. À mesure que les pompes ralentissent, le volume d'eau circulant dans le réacteur diminue. L'eau restante commence à bouillir violemment. Des bulles de vapeur se forment au fond du cœur. Chaque bulle est une petite poche de catastrophe. Le réacteur est piégé dans une boucle de rétroaction mortelle. Plus de vapeur entraîne plus de réactivité, donc plus de chaleur, ce qui génère encore plus de vapeur. Dans la salle de contrôle, les instruments clignotent d'informations. Les opérateurs ne veulent pas voir les chiffres à l'écran. Ils commencent à grimper de plus en plus vite, puis ils s'envolent vers le haut, à 20 secondes de l'heure zéro. Akimov voit le saut. La puissance augmente trop vite, dépassant les limites de sécurité. Il ne panique pas, sa formation prend le relais. Le bouton AZ5 est enclenché. Le système de protection d'urgence du réacteur s'active. C'est l'arrêt d'urgence, la commande de Scram. C'est censé mettre fin au test et arrêter le réacteur net, mais ce soir, cela fait l'inverse. Lorsque les barres commencent à descendre, les pointes en graphite touchent d'abord le cœur, et le graphite n'apaise pas la réaction. Il l'accélère pendant une fraction de seconde. Le bouton AZ5 agit comme un déclencheur. La puissance du réacteur explose au-delà de tout ce que le bâtiment était censé supporter dans la salle du réacteur. Valérie Pervoshenko fixe le couvercle en acier massif, censé maintenir le réacteur hermétiquement fermé. Puis, il le voit. Les capuchons de combustible bougent. Un grondement sort du réacteur. Valérie n'attend pas de comprendre. Il s'enfuit. C'est l'heure zéro. Une explosion secoue la salle de contrôle. Des hommes sont projetés au sol. De la poussière tombe du plafond alors que le bâtiment gronde avant que quelqu'un ne réagisse. Une seconde explosion déchire la centrale. Elle équivaut à une détonation de 10 tonnes de TNT. La force est d'une telle violence. Elle arrache complètement le toit du bâtiment, le projetant à près de 30 mètres dans les airs avant qu'il ne retombe dans la gueule béante du cœur du réacteur. La salle de contrôle est soudain envahie par une poussière blanche et le hurlement de vapeur. Des panneaux tombent du plafond, des débris lourds pleuvent sur les hommes. Un goût métallique envahit leur bouche, tandis que la radiation emplit l'air. 6 tonnes de combustible nucléaire viennent d'être projetées dans le ciel nocturne 1 minute après l'heure zéro. Des faisceaux de lampes torches traversent la poussière épaisse dans la salle de contrôle. Alexandre Akimov se force à croire que le réacteur est toujours intact, que l'explosion n'était qu'une petite déflagration de gaz, pas le cœur. Il fixe ses jauges, mais elles sont mortes. Les aiguilles sont bloquées en haut ou à zéro. Un ouvrier arrive de la salle des turbines. Il y a un incendie. Akimov alerte la caserne et les chefs d'autres départements, déclenchant les protocoles d'urgence pour stabiliser la centrale. C'est une course contre la montre. 5 minutes après l'heure zéro, Dyatlov titube le premier dans le couloir, sans comprendre l'ampleur de la dévastation. Devant lui, des morceaux du cœur sont éparpillés sur le sol, brillant dans l'obscurité. Dans la salle de contrôle, Akimov essaie les téléphones internes. Rien, les lignes sont mortes. Il doit envoyer des hommes physiquement pour établir le contact dans la centrale. Un Sacha Yevchenko couvert de suie trouve Dyatlov et lâche que le toit a disparu. Dyatlov l'ignore, aboyant des ordres, pour accéder aux pompes de refroidissement. Akimov envoie de jeunes ingénieurs aux commandes manuelles des barres. Ils refusent d'accepter que le réacteur a disparu. Les hommes avancent dans un labyrinthe de couloirs obscurs, où l'air est saturé de vapeurs brûlantes et de poussière radioactive. Ils marchent dans l'eau, jusqu'aux genoux, et grimpent d'énormes poutres d'acier tordues. Arrivés dans la salle du réacteur, ils prennent conscience de l'ampleur de la catastrophe. Le toit a disparu. Au-dessus d'eux, le ciel nocturne est clair, rempli d'étoiles, et s'élevant du réacteur détruit, une colonne chatoyante de lumière bleu-violet.
Les premiers pompiers arrivent à la centrale sans combinaison anti-radiation, seulement en manteau, gants et casque. Du gravier noir jonche le sol devant eux, et ils commencent à l'écarter du pied sans réfléchir. Ils pensent qu'ils interviennent sur un simple feu de toiture. Aucun d'eux ne s'en rend compte pour l'instant, mais ils sont déjà en train de mourir. 10 minutes après l'heure 0. Dans la salle de contrôle, Akimov insiste pour pomper de l'eau dans le réacteur éventré. Lui et Toptunov restent à leur poste, respirant la poussière radioactive, ignorant que leur peau commence à cloquer et noircir. Les premiers signes de la maladie des radiations apparaissent. Les opérateurs vomissent sans contrôle, souffrent de fortes migraines et ressentent une pression croissante dans le crâne. Dyatlov refuse d'accepter la vérité et erre dans la centrale, enjambant des morceaux du cœur du réacteur projetés hors du bâtiment. Akimov demande des pompes pour forcer l'eau dans un système déjà hors service. Quelqu'un remarque le problème d'hydrogène. Les procédures de ventilation commencent. On fait tout pour éviter une seconde catastrophe. À 1 mile, les habitants de Pripyat, réveillés par les sirènes, voient depuis leur balcon un arc-en-ciel de couleurs au-dessus du réacteur 4. Bleu, vert, violet. Hypnotisés par l'étrange beauté de tout cela, ils ne réalisent pas qu'une poussière invisible et mortelle tombe déjà sur leur rue. 20 minutes après l'heure 0. Dans la salle de contrôle, Akimov informe ses supérieurs de la panne du réacteur. Ce mensonge piégera 50 000 personnes dans la zone de danger plus d'une journée. Les ingénieurs ici sont déjà condamnés. Akimov et Toptunov continuent de se battre, essayant désespérément de pomper de l'eau dans le cœur, sans savoir que les tuyaux sont rompus à plusieurs endroits. L'eau n'atteint jamais le réacteur. Elle inonde les niveaux inférieurs de la centrale, rendant tout ce qu'elle touche radioactif. Anatoly Dyatlov se précipite dans la salle des turbines et voit enfin les dégâts de ses propres yeux. Des morceaux de graphite sont éparpillés sur le sol comme du gravier noir, chaque bloc émettant une radiation mortelle. Il retourne dans la salle de contrôle et note dans le registre que le réacteur est toujours intact. Akimov comprend la vérité. Il regarde à travers un mur brisé la fumée qui s'élève du gigantesque trou dans le bâtiment. Il se tourne vers Toptunov avec un regard de pure horreur. Il affirme calmement qu'ils ont tout fait correctement. Baissant les yeux vers ses mains, il comprend qu'ils ne rentreront pas chez eux. 60 minutes après l'heure 0, incendie et lumière d'urgence révèlent l'ampleur du désastre. Le bâtiment du réacteur n'est plus qu'une coquille creuse, tordue et fumante. Les hommes en salle de contrôle sont si malades qu'ils tiennent à peine debout. Des médecins sans équipement adapté les évacuent. Sacha Yovchenko, toujours sur place, aide à porter un collègue dont les jambes ont lâché. L'air a un goût de sang, désormais métallique et épais. Sous eux, les restes du réacteur bouillonnent et sifflent, une mare de combustible fondu rongeant le béton. 2e heure. À 2 miles, Viktor Bryukhanov, directeur de la centrale, est brusquement réveillé en arrivant sur place. Il n'en croit pas ses yeux. Dans une salle de sécurité souterraine, Bryukhanov lit des rapports incompréhensibles. Les chiffres sont impossibles. Il écoute Dyatlov, qui nie encore la destruction du cœur. Cela semble irréel. Bryukhanov demande aux ouvriers de contrôler la radioactivité, mais leurs instruments sont trop faibles pour détecter des niveaux aussi hauts. Quand les aiguilles atteignent leur maximum, ils rejettent les appareils comme défectueux. Le directeur adjoint de l'ingénierie, Nikolai Fomen, rejoint Bryukhanov au bunker. En examinant les plans et les schémas, ils ordonnent de pomper plus d'eau, espérant que cela éteindra l'incendie caché. Lors d'un appel à Moscou, Bryukhanov décrit l'incident comme un petit accident. Il promet que l'incendie est maîtrisé et que le réacteur est sûr. Pendant ce temps, Dyatlov se dispute toujours avec les ingénieurs au sujet des relevés. Finalement, Dyatlov l'admet, du moins intérieurement. Il est trop tard. Extérieurement, il ne fait qu'aboyer des ordres, la voix brisée. Akimov et Toptunov sont évacués en ambulance, leur corps secoué de douleur. Sur le chemin, Akimov murmure des instructions au chauffeur, essayant encore de sauver un réacteur qui est déjà perdu. Au lever du soleil, un immense nuage de fumée et de débris radioactifs plane au-dessus de la centrale, s'élevant à près de 5 km dans le ciel. 6 heures après l'heure 0, des hélicoptères larguent des sacs de sable et d'argile, les pilotes risquant leur vie. La chaleur du cœur fait fondre les matériaux en masse vitreuse, ce qui fait gagner du temps. Les premiers ouvriers de nettoyage arrivent, ignorant qu'ils commencent une mission mortelle. Pripyat est silencieusement recouverte de poussière radioactive. Les enfants jouent dedans alors qu'elle tombe du ciel. Les mères étendent le linge dehors et le tissu s'imprègne. Les écoles ouvrent comme d'habitude, malgré la radiation, qui se propage vers l'extérieur et se dépose sur les villages voisins. 12 heures après l'heure 0, le ciel devient jaune à cause de la fumée. D'autres hélicoptères assistent les secours, larguant des produits chimiques pour tenter d'étouffer la radiation à la centrale. Viktor Bryukhanov signe des ordres d'évacuation.
Mais des retards freinent l'alerte. Les responsables redoutent à la plus la panique que le poison. Les satellites détectent l'incendie et alertent l'Occident. 24e heure. Les feux sont presque éteints, mais le cœur reste couvant. Des bus souterrains arrivent à Pripyat et des haut-parleurs annoncent l'évacuation. On dit aux habitants qu'ils ne seront partis que pour 3 jours. Les habitants font leurs bagages en quelques minutes, laissant des repas sur la table, des jouets par terre et les portes ouvertes. Ils ne rentreront jamais chez eux. 48e heure. La zone de Tchernobyl, devenue une ville fantôme sous contrôle militaire, voit ses robots envoyés tomber en panne en quelques minutes à cause de la radiation. Des hommes en combinaison de plomb épaisse interviennent, ne travaillant que quelques minutes avant de partir. Sous le réacteur détruit, des équipes creusent des tunnels et coulent du béton pour empêcher le cœur fondu d'atteindre la nappe phréatique. Dans les hôpitaux, le stade le plus grave de la maladie commence. La peau se détache, les organes commencent à défaillir. À 600 km de là, en Suède, une centrale nucléaire détecte une hausse soudaine. Le vent transporte déjà les retombées de Tchernobyl à travers l'Europe. 72 heures après l'heure zéro. Une courte annonce à la télévision nationale reconnaît un accident à Tchernobyl et affirme que tout est maîtrisé. Au-dessus de la centrale, des hélicoptères survolent jour et nuit, larguant encore plus de sable et de bord, leurs instruments hurlant à cause de l'exposition. 10 jours après l'heure zéro, les incendies s'éteignent, le 6 mai. Les hélicoptères des Kumhoteos ont déversé plus de 5500 tonnes de sable, d'argile et de plomb, formant une croûte dure au-dessus du cœur fumant. Les émissions baissent, mais de petites fuites persistent dans le sol. Les ouvriers du nettoyage restent sur place, ne travaillant que quelques minutes pour survivre. Alexandre Akimov est mort, 15 jours après l'explosion. Son corps était couvert de cloques, alors que ses organes lâchaient. Leonid Toptunov l'a suivi 3 jours plus tard. Anatoly Dyatlov a survécu à l'explosion, mais a souffert de la maladie des radiations jusqu'à sa mort. Il a été condamné à 10 ans de camp de travail pour son rôle dans la catastrophe. Il est mort en 1995, blâmant toujours la conception soviétique et non ses propres décisions. Le bilan immédiat fut de 31 morts. Les estimations à long terme varient de 4000 à 9000 décès par cancer, mais les dégâts eux-mêmes dureront des millénaires. Découvrez l'incroyable histoire de Sacha Yuvchenko, comment j'ai survécu à Tchernobyl, ou cliquez sur cette vidéo.